S'il y a bien un endroit sur Terre où l'on pourrait se penser en totale sécurité, c'est bien sur une base militaire. La discipline règne en maître, les sanctions sont exemplaires pour ceux qui sortent du droit chemin, et surtout, le moindre fait et geste est surveillé de près dû au niveau de sensibilité du lieu. Pourtant, dans l'histoire qui arrive, la sécurité va s'envoler pour laisser place à des actes absolument monstrueux. Arlington, de prime abord, ce nom ne vous évoque pas grand-chose. Pourtant, même si vous ne connaissez pas cette petite ville de l'Est des États-Unis, vous l'avez déjà vue. Ou en tout cas, une toute petite fraction de celle-ci, que ce soit au cinéma, à la télévision ou peut-être sur votre téléphone. Parce que c'est à cet endroit que l'on retrouve le Pentagone, cet immense bâtiment administratif, représentant parfaitement la démesure américaine, abritant notamment le quartier général du département de la défense des États-Unis, là où sont prises les plus importantes décisions stratégiques et militaires. Arlington est donc une commune accolée à la capitale Washington, où de nombreux militaires résident, puisque beaucoup sont en poste au sein du Pentagone. Parmi les multiples casernes militaires, il y a celle de Henderson Hall, regroupant les Marines, soldats de la marine américaine. En 2009, Amanda Snell, âgée de 20 ans, habite au sein de cette base militaire. Tous les jours, elle se rend au Pentagone afin de remplir sa mission de spécialiste du renseignement au sein du département des opérations navales. Le dimanche 12 juillet, elle doit prendre son poste sur les coups de 23 heures pour le quitter le lendemain, le lundi 13 juillet, au cours de la matinée. Comme convenu, à 23 heures, le changement d'équipe se réalise. L'officier chargé de la supervision des opérations fait le tour de ses effectifs et constate qu'ils ne sont pas au complet. Il manque un élément, Amanda Snell. Et nous sommes dans l'armée. S'il y a bien un lieu où la discipline est de fer, c'est ici. Alors une absence non signalée surprend énormément tant c'est inhabituel. Le superviseur d'Amanda envoie des soldats dans les quartiers de la jeune militaire pour comprendre la raison de son absence, mais principalement pour s'assurer du bien-être de leurs collègues. Après avoir traversé la base militaire, plongé dans la pénombre de la nuit dont seuls les chemins baignent dans la lumière jaune des lampadaires, les soldats entrent dans le bâtiment en briques regroupant les appartements de fonction. Une fois devant la porte d'Amanda, ils toquent pour s'annoncer, mais aucune réponse. Ils tournent la poignée afin de vérifier si la porte est verrouillée, elle ne l'est pas. Les soldats entrent dans les quartiers de la jeune femme et, à l'évidence, elle n'est pas présente, ce qui est curieux. Pourquoi la porte n'était-elle pas verrouillée dans ce cas ? Autrement, le logement apparaît être en ordre. Il y a des vêtements ci et là, mais rien d'anormal ne saute aux yeux des soldats venus vérifier l'appartement d'Amanda. Ils remarquent cependant, sur le lit, le sac de la jeune femme. En observant à l'intérieur, ils découvrent sa pièce d'identité ainsi que son badge d'identification. Cette trouvaille, en revanche, est inquiétante. Quelle raison aurait poussé Amanda à quitter la base militaire sans ses papiers d'identité et ne pas se rendre sur son lieu de travail ? La jeune femme s'est mystérieusement volatilisée. Sans nouvelles d'elle, les militaires continuent d'inspecter son logement et se rendent également à son casier. En ouvrant la porte de celui-ci, une odeur étrange grimpe à leurs narines. Malheureusement, c'est celle de la mort. Il y a un cadavre recroquevillé dans cette armoire. La tête a été recouverte par une taie d'oreiller. Il n'est pas possible de savoir s'il s'agit d'Amanda, donc... Mais presque personne dans la pièce ne doute qu'il s'agit bien de la jeune femme, notamment avec les événements qui se sont produits précédemment. C'est un lieu de crime, mais un peu particulier, puisqu'il se trouve sur une base militaire. Alors les forces de l'ordre classiques sont informées. En revanche, c'est le NCIS qui est le service d'enquête criminelle de la marine américaine qui prend en charge l'investigation. Les lieux sont bouclés et l'enquête démarre. Le premier indice relevé est qu'il n'y a aucune trace d'effraction. Ni la porte, ni les fenêtres n'ont été ouvertes brutalement, laissant ainsi penser que le meurtrier disposait du moyen d'accéder à l'appartement d'Amanda, ou bien qu'il a été invité à entrer. La seconde option est privilégiée, dans la mesure où le logement de la jeune femme est en bon état. Il n'y a aucun signe de lutte. Les agents du NCIS se penchent sur le corps retrouvé dans le casier. Au premier coup d'œil, il s'agit d'une femme. Celle-ci porte un short de sport avec un t-shirt à manches longues. La taie d'oreiller qui recouvre son visage est délicatement retirée. Sur le tissu, les enquêteurs découvrent les traces d'un liquide corporel, signe du début de la décomposition de la dépouille.
Dans la foulée, l'identification de la victime est réalisée, puisqu'il s'agit bel et bien d'Amanda Snell. Le processus de décomposition a beau avoir commencé, son visage est nettement reconnaissable. C'est bien entendu un choc qui secoue toute la base militaire. Comment un meurtre a-t-il pu se produire ainsi au nez et à la barbe de tout le monde? Enfin, un meurtre, ce n'est pas certain. Il n'y a pas de traces d'effraction, pas d'indication d'agression sexuelle ou de viol, aucune arme retrouvée, aucun signe de résistance ou de lutte. Alors certes, le corps placé dans le casier, ainsi que la tête d'oreiller sur le visage de la jeune femme, indique une mort suspecte, mais un meurtre, pour l'instant, ce n'est pas évident. Pour en avoir le cœur net, le corps est transporté chez le médecin légiste, qui a donc pour mission de déterminer ce qui a engendré le décès d'Amanda Snell. Ceci aiguillera la piste à suivre pour les enquêteurs. Pendant ce temps, les agents du NCIS n'écartent aucune théorie et continuent d'envisager la piste criminelle. La fouille de l'appartement se poursuit à la recherche de preuves médico-légales. Des prélèvements sont réalisés à différents endroits en vue de collecter de l'ADN qui aurait pu être laissé par une tierce personne. Le linge de lit est récupéré pour des analyses en laboratoire également. Et il manque un drap sur ce lit qui n'est nulle part ailleurs dans l'appartement. Cette absence est répertoriée parce qu'il pourrait s'agir d'un élément utilisé par le potentiel tueur. Dans quel but? Pour le moment, c'est un mystère. Le drap n'est pas le seul objet manquant. Au fur et à mesure des recherches, les enquêteurs constatent que l'ordinateur d'Amanda a disparu, tout comme son téléphone et un appareil pour écouter de la musique. Aussitôt, une nouvelle théorie émerge, celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Tous ces petits éléments convainquent les agents du NCIS qu'il faut attaquer cette investigation sous l'angle de l'homicide jusqu'au résultat de l'autopsie au moins, afin de ne pas passer à côté d'un élément crucial. D'ailleurs, cette enquête, très délicate, n'autorise pas la moindre erreur. Un meurtre, s'il s'agit bien de cela, au sein même d'une base militaire qui est une enceinte extrêmement sécurisée, surtout aux abords du Pentagone, ne saurait rester irrésolu. Surtout, s'il y a effectivement un tueur dans les parages, il est nécessaire de le stopper immédiatement avant que d'autres victimes ne soient frappées. Évidemment, le meurtre de la jeune Amanda Snell ne passe pas inaperçu, et l'information se répand rapidement parmi les militaires de la caserne qui sont tous inquiets, mais aussi révoltés. Tout ceci amène énormément de questions, mais très peu de réponses pour le moment. Seulement, il y a une hypothèse qui devient presque une vérité après réflexion. Si c'est un meurtre, il a eu lieu dans l'un des endroits les plus sécurisés qui puissent exister, une base militaire, gardée par la police militaire et les militaires eux-mêmes. Pour y accéder, il faut franchir plusieurs points de contrôle, alors la possibilité qu'un civil se soit introduit dans le logement de la jeune femme est quasiment nulle. Autrement dit, l'auteur du crime serait certainement un soldat de l'armée américaine qui, lui, avait accès aux installations militaires. Tout ceci reste hypothétique pour le moment et seules des preuves pourront faire décoller l'investigation en vue d'affirmer les premières pensées des agents fédéraux. Le logement d'Amanda est donc passé au crible. Les équipes scientifiques s'acharnent pour trouver la moindre preuve médico-légale. Ce n'est pas évident, mais finalement, les experts trouvent ce qu'ils cherchent, une empreinte. Ce n'est pas une empreinte digitale, mais une empreinte de pas située juste à proximité du casier où la dépouille d'Amanda repose. Les experts sont certains qu'elle n'appartient pas à la jeune militaire, dans la mesure où la taille du pied ayant laissé cette trace est bien trop grande et trop large lorsqu'elle est comparée à celle de la victime. Il s'agit là d'une avancée majeure dans l'enquête, puisque cela signifie qu'une seconde personne était présente dans le logement en se tenant proche du lieu où le corps d'Amanda reposait. Par conséquent, la théorie du meurtre monte tout en haut de la liste des hypothèses. L'empreinte de pas est aussi envoyée pour analyse au laboratoire du NCIS, chargé de mener l'enquête. Le travail des agents fédéraux sur le lieu de ce crime est maintenant terminé. Pour déceler une piste, il faut attendre le retour des scientifiques. Le lendemain de la tragique découverte du corps d'Amanda Snell, les résultats tant attendus de l'autopsie sont enfin disponibles. La cause de la mort n'est pas liée à un coup de couteau ou un tir à bout portant. En fait, personne ne sait réellement. C'est assez surprenant qu'une autopsie ne parvienne pas à déterminer la cause de la mort, mais c'est bien le cas dans cette affaire. Alors, le médecin légiste penche tout de même pour une option plus probable que les autres, qui serait l'asphyxie suite à un étranglement.
Seulement, aucun traumatisme n'a été décelé, et donc il ne peut être catégorique sur ce point, et préfère ne pas se prononcer. C'est un problème. La théorie de l'homicide est certes fortement envisagée par les forces de l'ordre, il faut qu'elle soit confirmée par un élément pour que l'enquête continue vers cette voie. La seule empreinte de chaussure ne permettant pas à elle seule de valider cette hypothèse. L'examen du corps n'a pas été inutile cependant, puisque le médecin légiste a relevé, sur les genoux de la victime, des marques d'abrasion post-mortem, et ce point est crucial. Cela signifie que le corps d'Amanda fut déplacé après sa mort. Le corps a sûrement été traîné au sol. Ceci, combiné à la marque de chaussure retrouvée dans l'appartement, ainsi que la position du cadavre dans le casier, autorise la validation de la théorie d'un meurtre. Désormais, il faut saisir les motivations derrière cet acte monstrueux, et ce qui vient en tête chez les enquêteurs, c'est le mobile sexuel. C'est là que le linge de lit joue un rôle important. Il a également fait l'objet d'analyses approfondies et une tâche suspecte a été relevée. Les experts sont formels, il s'agit de sperme. Grâce à cela, de l'ADN est prélevé. L'utilité de cette empreinte génétique est encore relative parce que sans suspect, il n'est pas possible de faire correspondre cet ADN. Il sera important en revanche si une personne soupçonnée d'être à l'origine du meurtre est interpellée. Il reste l'empreinte de chaussure laissée à côté du corps. D'après les résultats, il s'agirait d'une paire de la marque Nike, modèle Air Force One. Obtenir la marque, ainsi que le modèle des chaussures du potentiel suspect, pourrait s'apparenter à une avancée. Mais en réalité, c'est une petite désillusion. Ce genre de baskets sont très répandus, et même vendus au sein de la base militaire. C'est alors que le vrai travail d'investigation débute. Les éléments médico-légaux ne permettant pas d'obtenir un nom, les agents fédéraux se concentrent sur les jours qui ont précédé le meurtre d'Amanda. Ils tentent de reconstituer son emploi du temps afin de comprendre qui était la dernière personne à avoir vu vivante la jeune femme. Ce n'est pas une tâche facile parce qu'au sein d'une base militaire, il y a beaucoup de monde et l'on fréquente régulièrement ses collègues ou même d'autres militaires en poste dans d'autres départements. Ce sont ainsi plus de 200 personnes qui sont interrogées par le NCIS pour tenter de remonter le fil du temps. Avec toutes les informations récoltées, les enquêteurs apprennent qu'Amanda a été vue pour la dernière fois le samedi 11 juillet, très tôt dans la matinée. Elle travaillait sur son ordinateur jusqu'à 11 h environ. L'agression de la jeune femme s'est donc déroulée entre 1 h du matin, le samedi 11 juillet, et le dimanche 12 juillet, en fin de journée lorsqu'elle devait prendre son poste. Cela concorde avec l'état de décomposition du corps, d'après le médecin légiste. Les agents du NCIS disposent donc d'une fenêtre durant laquelle le tueur aurait pu passer à l'acte. Malheureusement, malgré tous les efforts fournis, il n'y a aucun témoin pour cette tranche horaire qui pourrait aider encore un peu plus les autorités. Sans témoin, il faut alors se poser 2 questions en vue de mettre la main sur le coupable. Qui aurait pu émettre de la rancœur à l'égard d'Amanda et à qui aurait pu bénéficier un tel meurtre ? Évidemment, tous les proches de la jeune femme sont interrogés, comme tous ceux dont les numéros sont apparus sur les relevés téléphoniques de la victime quelques jours avant sa tragique disparition. Une nouvelle fois, malgré une dépense d'énergie monumentale pour trouver la faille et un potentiel suspect, ces interrogatoires ne mènent à rien. Manifestement, dans l'entourage de la jeune femme, il n'y a pas d'hostilité envers elle. Il faut se rendre à l'évidence, celui qui a commis ce crime ne fait pas partie de l'entourage de la jeune femme. Il se pourrait donc que ce soit un crime d'opportunité, une sorte de rôdeur au sein de la base qui a agi sur le moment. Sauf que, quelques semaines seulement après le meurtre d'Amanda Snell, les agents du NCIS reçoivent une information troublante. À une quinzaine de kilomètres de la base militaire où résidait Amanda, dans la ville d'Alexandria, en Virginie, un autre meurtre a eu lieu. La particularité dans cette affaire est que là encore, une jeune femme a été agressée directement au sein d'une caserne militaire. La victime est Juantissa Hill. C'était également une membre de la marine américaine. Elle travaillait, tout comme Amanda, au Pentagone et elle non plus ne s'est pas présentée à son poste le jour de son meurtre. La police d'Alexandria avait été envoyée à son domicile afin de contrôler la raison de son absence et son cadavre a été découvert dans son appartement. Étrangement, les 2 jeunes femmes ont quasiment le même profil, le même âge. Juantissa a aussi été violée puis étranglée par le tueur. Le mode opératoire est quasiment identique d'après les policiers. Les victimes semblent avoir été bien choisies.
Les circonstances du meurtre de Juan Tissa sont presque le reflet de celles de l'assassinat d'Amanda. La seule différence est un écart de 7 mois avec le meurtre de Juan Tissa ayant eu lieu en 2008 au début du mois de décembre. Une question légitime mais très inquiétante émerge. Y a-t-il un tueur en série au sein de l'armée qui cible les femmes militaires? Si c'est le cas, il y a de quoi angoisser. Deux jeunes femmes, deux meurtres et deux modes opératoires similaires. Le NCIS doit à tout prix s'informer sur les avancées de l'enquête menée par la police d'Alexandria sur le meurtre de Juan Tissa Hill, et bonne nouvelle, de leur côté l'investigation a bien avancé en 7 mois. Ils tiennent un suspect pour le meurtre de la jeune militaire, un certain Rodney Eric Smith, âgé de 31 ans. Cependant, il y a un souci. Le suspect, dont des preuves le relient directement au crime, est incarcéré et il a été placé en détention provisoire durant la période au cours de laquelle Amanda a été assassinée. Matériellement, même si tout correspond, il ne peut pas être le tueur de l'affaire d'Amanda Snell. C'est une énorme déception pour les agents du NCIS, convaincus qu'ils tenaient leur homme. C'est d'autant plus une mauvaise nouvelle que l'investigation n'a pas avancé en parallèle. Les semaines continuent de s'écouler et bientôt, une année entière a passé depuis le meurtre d'Amanda sans que le moindre suspect ne soit entendu. Les preuves médico-légales, récoltées lors de la fouille du logement de la jeune femme, sont conservées précieusement, mais inutiles tant qu'il n'y a pas de suspect. L'enquête se dirige tout droit vers une impasse et le tueur a peut-être bien commis le crime parfait. Il est à noter que l'affaire est entre les mains du NCIS qui, contrairement à la police dans certains cas, ne referme jamais les dossiers. Ceci peut s'expliquer par la différence de charge de travail qui incombe aux deux institutions, l'une traitant de tous les cas lui étant rapportés, l'autre se concentrant sur les crimes ayant lieu au sein de la marine américaine seulement. Ils font bien d'ailleurs parce qu'en février 2010, un événement relance totalement l'enquête. À moins de 5 km de la base Henderson Hall à Arlington, une jeune femme a été enlevée. Sauf que la plaque d'immatriculation du suspect a été repérée et transférée à la police qui obtient donc un nom grâce à ce renseignement. Un homme, nommé Jorge Torres, posséderait la voiture qui serait impliquée dans cette affaire d'enlèvement. La situation est absolument urgente, une vie est en jeu. La police d'Arlington se tourne donc vers le NCIS afin d'obtenir les informations sur leur suspect. S'ils le font, c'est parce que l'adresse de ce Jorge Torres est celle de la base militaire de Fort Myers à Arlington, où résident des Marines américains. La police n'a pas compétence non plus pour entrer dans cette caserne militaire, et a donc besoin de l'aide des agents fédéraux, qui la fournissent évidemment. En effectuant les recherches sur Jorge Torres, les agents du NCIS ont des éléments qui leur sautent aux yeux. L'homme résidait dans le même bâtiment qu'Amanda Snell. Il est soupçonné, bien sûr, dans l'enlèvement d'une jeune femme, et on commence à se demander si toutes ces affaires ne seraient pas liées. Alors, bien entendu, il faut envisager cette hypothèse avec prudence. Les enquêteurs ont déjà connu une grosse désillusion, mais ils ne peuvent écarter cette piste qui relance entièrement une affaire de meurtre presque tombée aux oubliettes. Le NCIS sollicite la police d'Arlington pour un échange d'informations concernant le suspect. Les policiers transmettent donc ce qu'ils possèdent sur leur affaire d'enlèvement. Tôt en cette matinée de février, deux jeunes femmes étaient sur le chemin retour afin de regagner leur domicile après une soirée de fête à Arlington. Tandis qu'elles s'approchent de la maison où elles résident, elles entendent la voix d'un homme dire « J'ai une arme ». C'est avec effroi que les deux jeunes femmes remarquent qu'un individu, bel et bien armé, les pointe avec un pistolet. Rapidement, celui-ci les conduit à l'intérieur de la maison. Les deux femmes terrorisées n'opposent aucune résistance. L'homme prend alors le temps de les ligoter. Une fois fait, il emmène avec lui l'une des deux femmes à son véhicule. Il ouvre la voiture et pousse brusquement sa victime à l'intérieur avant de s'en aller ainsi. Jorge Torres est donc une personne à retrouver absolument. Les agents du NCIS sont de plus en plus certains qu'il pourrait aussi être l'auteur du meurtre d'Amanda, mais une information vient freiner leur enthousiasme à ce sujet. Avant cette histoire d'enlèvement, Jorge Torres n'a jamais été concerné par une quelconque affaire criminelle. Au fond, hormis l'instinct des enquêteurs, il n'y a aucun fondement permettant d'étayer la culpabilité de Jorge Torres dans le meurtre d'Amanda Snell. Mais pour l'instant, la priorité reste de mettre la main sur la jeune femme enlevée avant qu'il ne soit trop tard. Des recherches intenses sont lancées dans les environs
et la jeune femme est retrouvée quelques heures seulement après son enlèvement. Elle est secourue dans un autre comté à 30 minutes de route de l'endroit où elle habite. La jeune femme est dans un très mauvais état physique. Elle a été brutalement battue, si bien que son visage est complètement tuméfié. Son corps est recouvert d'ecchymose et les égratignures sont légion sur sa peau. Mais l'essentiel est qu'elle a survécu. Surtout, elle souhaite tout mettre en œuvre pour que son agresseur soit retrouvé, pour être puni du moment horrible qu'il lui a fait passer. Durant son hospitalisation, des prélèvements sont effectués suite au viol qu'elle a subi en vue d'isoler l'ADN de l'individu. Juste après, les policiers se présentent à elle pour entendre sa version des faits. Elle explique avoir été poussée dans la voiture de l'homme sur la banquette arrière. Totalement immobilisée, puisque ligotée, elle n'a eu aucune chance de s'échapper et la route a duré approximativement 30 minutes. Quand le véhicule se stoppe, l'agresseur descend de la voiture pour la rejoindre à l'arrière et l'agresser sexuellement. Quand il a fini, il s'empare de ce qui semble être une écharpe. Paniquée, la jeune femme lui adresse directement la parole en lui demandant ce qu'il a l'intention de faire. Froidement, l'homme répond « Tu sais très bien ce que je vais faire ». Dans la foulée, il passe le morceau de tissu autour de la gorge de la victime, puis se met à serrer avec une grande puissance. La jeune femme tente délibérément de se débattre, mais totalement prisonnière de ses liens, elle ne peut opposer la moindre résistance, et l'air se fait de plus en plus manquant jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. La pensant morte, l'individu l'extrait du véhicule avant de la traîner plus loin dans les bois. Une agression sexuelle, un étranglement, et la victime traînée après avoir perdu connaissance, rappelle aussitôt le cas d'Amanda Snell. Et cette jeune femme aurait dû connaître le même sort. Mais la chance était de son côté ce jour-là. L'homme n'a pas pris le temps de s'assurer qu'elle était véritablement morte, et aujourd'hui, elle réclame justice. C'est un véritable miracle qu'elle soit encore en vie, et une aubaine pour la police qui obtient la description de l'agresseur directement de la bouche de sa victime. Elle indique qu'il s'agissait d'un homme de petite taille, sans barbe, d'origine latino, et que sa voiture était de couleur argentée. Immédiatement après ça, le signalement du véhicule est transmis à tous les membres de la police locale. Un policier de patrouille a pris connaissance de ce signalement. C'est alors qu'il s'est souvenu avoir aperçu le même genre de voiture 2 semaines avant l'agression de la jeune femme survivante. Le policier affirme qu'un véhicule argenté, de type SUV, effectuait du repérage proche d'une sortie de métro en pleine ville. Le conducteur avait l'air vraiment suspect, mais sans infraction commise de sa part, il n'est pas intervenu. Cependant, cette attitude suspecte n'a pas quitté son esprit et il la rapporte aux enquêteurs. Il a eu également la présence d'esprit de noter la plaque d'immatriculation. Cette voiture correspond parfaitement à la description de la victime et elle appartient à un certain Jorge Torres, individu dont la description correspond également au dire de la jeune femme. À présent, Jorge Torres, qui n'était qu'une personne d'intérêt dans l'enquête, devient un suspect non seulement dans cette affaire, mais également dans celle concernant Amanda Snell. Les similitudes sont frappantes et surtout, ce prédateur vivait à quelques portes seulement de la victime. Les agents du NCIS et les policiers ont ciblé celui qui pourrait se trouver derrière ces multiples agressions. Mais maintenant, il faut apporter les preuves de sa culpabilité. La police n'ayant pas compétence pour intervenir sur une base militaire, c'est le NCIS qui mène l'opération visant à placer en garde à vue le suspect. En inspectant l'une des aires de stationnement, les agents fédéraux découvrent le véhicule argenté recherché. Aussitôt, ils se positionnent discrètement à portée de vue de la voiture afin d'observer qui sera l'individu qui se présentera. La voiture a beau appartenir à Jorge Torres, la jeune femme survivante a pointé du doigt un jeune homme latino, mais il n'est pas exclu que le véhicule soit conduit par une autre personne. Alors, les enquêteurs patientent, et puis un homme traverse l'aire de stationnement de façon décontractée, portant un jean ainsi qu'un t-shirt. Il arrive au niveau du SUV argenté et déverrouille les portières. C'est le signal pour lancer l'interpellation de l'individu, et il s'agit bien de leur suspect numéro 1, Jorge Torres. Lorsque les forces de l'ordre lui tombent dessus, il apparaît surpris mais n'oppose aucune résistance. En découvrant qu'il s'agit bien de Jorge Torres, les agents du NCIS pensent qu'ils ont possiblement stoppé un tueur en série, ou en tout cas, s'il a moins de 3 victimes à son actif, un tueur en série en devenir.
Les experts scientifiques du NCIS examinent la voiture en vue de déceler le moindre indice reliant Torres soit à l'attaque sur la jeune femme survivante, soit au meurtre d'Amanda Snell. Dans le premier cas, de nombreux éléments sont découverts. Tout d'abord la pièce d'identité de la jeune femme, ce qui est particulièrement incriminant pour lui. Ensuite, une boucle d'oreille est retrouvée sur la banquette arrière du SUV. Elle correspond à celle que portait la survivante le soir de l'attaque, puisqu'à l'hôpital, les infirmiers avaient mis de côté les affaires personnelles de la jeune femme, le temps de son hospitalisation. L'une de ces boucles d'oreilles manquait, et elle correspond à ce modèle. Ces deux éléments suffisent amplement à relier Torres à l'attaque survenue durant le mois de février 2010. C'est une bonne nouvelle pour la police, mais cela ne fait pas avancer l'investigation du NCIS dans l'affaire d'Amanda Snell. Tout espoir n'est pas perdu. Si le suspect a conservé la pièce d'identité de la jeune femme qu'il avait agressée, alors même que c'est une preuve très compromettante pour lui, il se peut qu'il garde des trophées de ses attaques pour se remémorer les meurtres qu'il a commis. C'est pourquoi les agents fédéraux sont optimistes au moment de fouiller le domicile de Jorge Torres. Après le véhicule, c'est donc le logement du suspect qui est passé au peigne fin. Seulement, là-bas, il n'y a pas d'éléments le reliant directement au meurtre d'Amanda. En tout cas, aucun objet appartenant à la jeune femme, comme l'auraient espéré les agents fédéraux. En revanche, ils ne repartent pas bredouille, puisqu'ils mettent la main sur un ordinateur portable posé sur une table basse qui est confisquée pour être analysée. Un pistolet est aussi saisi, mais surtout, il y a une paire de Air Force One de la marque Nike, et ce dernier élément est crucial, parce qu'une empreinte de pas, faite avec ce même modèle de chaussures, a été prélevée chez Amanda. Si la taille correspond, cela sera une bonne piste pour tenter de relier Torres au meurtre de la jeune militaire. Alors la paire est envoyée au laboratoire pour comparaison. C'est d'abord l'ordinateur de l'homme qui est contrôlé. De nombreuses recherches concernant du contenu pour adultes sont relevées. Et elles sont intéressantes parce qu'il s'agit à chaque fois de vidéos relatives à de la domination. Les termes viol et strangulation sont fréquemment utilisés par le suspect. Bien sûr, cela ne relie pas directement Jorge Torres au meurtre d'Amanda Snell, mais c'est un élément intéressant lorsque l'on connaît le mode opératoire du tueur. Il y a clairement cette obsession vis-à-vis de la domination sur les femmes chez le suspect et cela conforte encore un peu plus les agents fédéraux qu'ils tiennent leur homme. Mais c'est grâce à l'enquête de la police, encore une fois, que le NCIS peut progresser dans sa propre investigation, puisque Torres a été relié directement à l'attaque sur la jeune femme d'Arlington. Il est possible pour les policiers de solliciter un mandat auprès d'un juge pour récolter l'ADN du suspect. Les prélèvements sont donc effectués, envoyés en laboratoire pour ensuite être comparés avec l'ADN de l'assaillant qui avait été récupéré sur la victime. L'empreinte génétique de Jorge Torres correspond à 100% avec celle découverte sur la jeune femme agressée. Il est donc l'auteur de cette tentative de meurtre à caractère sexuel. Dans la foulée, puisque la police dispose de l'ADN du suspect commun avec le NCIS, son ADN est transmis à l'agence fédérale qui se lance alors dans une analyse comparative de celui-ci avec les éléments à sa disposition. Le meurtrier a laissé des traces sur le linge de lit. Il est donc nécessaire d'extraire cet ADN pour le faire correspondre avec celui de Torres s'il est le tueur. En attendant, le suspect est interrogé par les agents fédéraux afin d'obtenir des aveux, ce qui bouclerait enfin cette enquête. Si l'interrogatoire se déroule avant les résultats des analyses sur l'ADN, c'est dans un but stratégique. Si les agents parviennent à obtenir des aveux, très bien. Autrement, l'objectif est de faire parler Torres. Dans le cas où il mentirait, le NCIS mettra tout en œuvre pour démontrer le mensonge et ainsi solidifier le dossier lorsqu'il sera présenté devant un tribunal. C'est ainsi que l'entretien avec Jorge Torres débute. D'emblée, le suspect annonce qu'il ne connaît aucune Amanda Snell. Il ne l'a jamais vue, elle n'est même pas une connaissance et, bien entendu, il nie être entré dans sa chambre. C'est tout ce que voulaient entendre les agents fédéraux. Sa version des faits s'agissant de son implication dans ce meurtre. Le lendemain, le laboratoire contacte les enquêteurs en charge de l'affaire pour leur annoncer que les traces ADN prélevées sur le linge de lit d'Amanda correspondent parfaitement à l'ADN de Jorge Torres. Ils le tiennent, et leur piège a parfaitement fonctionné. Torres a menti. Grâce à l'ADN, il est possible de prouver qu'il s'est bien trouvé dans la chambre d'Amanda, contrairement à ce qu'il avait annoncé quelques heures auparavant. Et désormais, la résolution de cette investigation est en bonne voie.
D'autant plus que cet élément médico-légal n'est pas le seul. Après avoir examiné l'ordinateur du suspect, le laboratoire a comparé la paire de Air Force One découverte chez Torres avec l'empreinte relevée chez Amanda. En tout point, elle correspond. La taille ainsi que la marque faite en fonction de l'usure de la semelle sont absolument similaires avec les baskets de Torres. Les preuves réunies par les enquêteurs sont très incriminantes. Ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Et il leur est rapporté que Torres apprécie se vanter auprès d'autres détenus d'être le tueur d'Amanda Snell. Grâce à un informateur, il pourrait donc obtenir des aveux involontaires de la part du suspect, et les agents fédéraux ne vont pas s'en priver. Un détenu se trouvant dans la cellule à côté de celle de Jorge Torres accepte, contre un aménagement de sa peine, de porter un micro pour enregistrer les propos de celui qu'ils ont dans le viseur. L'informateur prend son temps pour gagner la confiance de Torres et l'amener à se livrer en détail sur le crime qu'il a commis. Cela prend un moment, mais pas tant que ça, dans la mesure où le suspect apprécie mettre en avant son récit et finalement il raconte. All right, so tell me the story. So you walked into her house and then what? It was her apartment on the basement. Okay. She woke up. She saw me. Well, she couldn't believe her own eyes. So she rubbed her eyes and she looked at me. Yeah, she's like staring. And I jumped down and I covered her mouth before she could start screaming. So like I told you, I tied her up with half the cord. What? You tied up her hands? Yeah, with half her laptop cord. I'm like, you can't let her go. She recognizes me. Yeah. I took the other half of the cord, put it around her neck, and I choked her necklace. She tried to fight you? Yeah, well, she's tied up. And she finally passes out. Just because they pass out don't mean they're dead. Yeah. So I choked her out for about another 2 minutes that way. With the cord? Yeah, to make sure she was dead. Le récit de Jorge Torres est glaçant. Il est froid dans ses propos, mais c'est exactement ce qu'espéraient les agents du NCIS. Il livre des détails absolument inconnus de tous, sauf de la personne impliquée dans le meurtre. Par exemple, il explique qu'après avoir ôté la vie de la jeune militaire, il se retrouvait avec un corps dont il devait se débarrasser. Il a donc saisi la dépouille par les bras pour la tirer jusqu'à son casier, où il l'a fait entrer tant bien que mal avant de placer une taie d'oreiller sur sa tête. Seule la police et le NCIS savaient que le corps d'Amanda avait été traîné grâce aux marques relevées sur les genoux de la victime, et Torres continue de s'enfoncer. Grâce à tous ces éléments, Jorge Torres est donc inculpé pour le meurtre d'Amanda Snell et il lui sera très difficile de se défendre face à cette accusation. Et ce n'est pas fini. Sa double inculpation pour tentative de meurtre et meurtre entraîne l'enregistrement de son ADN dans une base de données nationale. C'est alors que 2 policiers de la ville de Zion, une petite ville de l'Illinois, débarque à Arlington pour demander à parler à Jorge Torres. Son ADN vient de matcher avec une autre affaire de meurtre, celle de 2 fillettes, Laura Hobbs et Crystal Tobias, âgées de 8 et 9 ans seulement. C'est le jour de la fête des mères, en 2005, que les 2 enfants qui faisaient du vélo pour s'amuser ont été brutalement assassinés. Et jusque-là, les policiers pensaient tenir le responsable de cette horreur en la personne de Jerry Hobbs, le père de Laura qui est incarcéré. Vous l'aurez compris, à la place du véritable meurtrier, Jorge Torres. Les policiers sont donc venus réparer leur erreur, et il s'avère qu'effectivement, Jorge Torres est en fait un violeur et un tueur en série. Puisque la peine de mort est en vigueur à cette époque dans l'état de Virginie, cela signifie que Jorge Torres devra se battre devant le tribunal afin d'éviter la peine capitale. Une mission qui s'avère compliquée au regard des éléments contre lui. Sans surprise, le jury populaire reconnaît Jorge Torres coupable de meurtre avec préméditation sur la personne d'Amanda Snell, coupable également de la tentative de meurtre sur la jeune femme attaquée à Arlington. Plus tard, sa culpabilité sera également retenue dans les meurtres de Laura Hobbs et Crystal Tobias. La sentence pour ces multiples crimes est la plus haute prévue par le système pénal américain, la peine de mort. Tous ces meurtres auraient pu rester impunis si Torres n'avait pas laissé son ADN dans la chambre d'Amanda et s'il s'était assuré de la mort de sa dernière victime. Heureusement pour l'humanité, il a commis ses erreurs et aujourd'hui, il en paye le prix. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette affaire, écrivez militaire en commentaire, les autres auront eu tort de manquer cette fin incroyable.
J'espère que vous avez apprécié que je vous raconte cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.